Bonjour Florian, merci beaucoup d'avoir accepté de venir participer au podcast, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Pour commencer, je vous propose de rentrer directement dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, on va parler de libre arbitre. C'est un débat qui dure depuis des millénaires, j'ai l'impression. Mais comment est-ce que la conception philosophique, quelle est la conception philosophique actuelle de qu'est-ce qu'on entend par libre arbitre et comment est-ce qu'elle diffère avec ce qu'une personne lambda dans la rue va pouvoir entendre quand elle va s'exprimer, elle, de libre arbitre? C'est déjà difficile de répondre parce que la conception philosophique du libre arbitre, il n'y en a pas qu'une seule, justement. Parce qu'un des grands débats, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par libre arbitre, en fait. Le libre arbitre, c'est une question, en fait, techniquement, on peut en trouver quelques traces dans la philosophie antique, mais c'est surtout quelque chose qui apparaît avec le christianisme. En fait, le traité du libre arbitre, le mot libre arbitre, l'expression libre arbitre, liberum arbitrium, elle est créée par saint Augustin, qui est ce philosophe du 4e, 5e siècle qui se convertit au catholicisme, pas au christianisme à l'époque, et qui fait face à un problème auquel il n'y a pas vraiment de réponse directement dans la Bible, qui est que si Dieu est tout-puissant, et s'il est bienveillant, et s'il est omniscient, comment ça se fait que le mal existe dans le monde? Et pour expliquer ça, une de ses explications, c'est qu'il crée l'explication libre arbitre, c'est l'idée que Dieu a donné à l'homme une faculté qui lui permet de faire ses propres choix, dont Dieu n'est pas responsable. Voilà. Et c'est ça le libre arbitre. Donc c'est un concept qui a une origine théologique et qui à la base est vraiment lié pas des questions sur la responsabilité morale, pas des questions, principalement des questions théologiques. Et d'ailleurs, il faut voir que dans le canon de l'Église catholique classique, malgré ce qu'on croit, enfin les humains n'ont pas vraiment de libre arbitre parce qu'en fait le libre arbitre fonctionnait uniquement à plein pot au jardin d'Éden, mais avec la chute due à la faute d'Adam et Ève, en fait, le libre arbitre humain est corrompu et inefficace. Donc on y reviendra. Mais dans la philosophie contemporaine, donc on se passe à peu près 1600 plus tard, 1600 ans plus tard, libre arbitre, c'est un peu compliqué, mais en général, on pense surtout, alors c'est pas la seule façon de définir, mais c'est la façon dominante. On dit le libre arbitre, c'est le type de contrôle que nous avons sur nos actions qui fait qu'on est moralement responsable de nos actions. L'idée, c'est que par exemple, on considère que la plupart du temps, on est capable d'être moralement responsable de nos actions. Si on fait quelque chose de mal, on peut être blâmé pour celle-ci. Si on fait quelque chose de bien, on peut être félicité, loué. C'est pas le cas de tout le monde. On pourrait pas dire ça de quelqu'un, par exemple, qui agirait sous une forme d'hypnose ou par somnambulisme, ou quelqu'un qui aurait des troubles mentaux très appuyés, ou un enfant, ou un animal. Donc il y a l'idée que pour être responsable de nos actions, il y a un certain nombre de conditions à remplir, et certaines de ces conditions ont à voir avec le fait qu'on exerce un contrôle sur nos actions. Et donc le libre arbitre dans la littérature contemporaine, c'est surtout défini comme le type de contrôle qui nous rend moralement responsables, qui fait de nous des agents moralement responsables. Mais du coup, c'est quoi la différence avec une personne qui va dans la rue? Parce que j'ai l'impression que si je pose la question à quelqu'un comme ça au hasard dans la rue de ceux qui n'entendent pas libre arbitre, ça va être plus une conception du style si à toute chose égale, j'aurais pu agir autrement. Une sorte de conception antidéterministe justement. J'aurais pu agir différemment pour toute chose étant similaire sur le monde physique. Alors effectivement, un des débats philosophiques, c'est de savoir est-ce que ce libre arbitre, il demande d'échapper au déterminisme. Alors on reviendra peut-être juste après sur le déterminisme pour le définir plus librement. Mais en fait, non. Alors c'est l'impression qu'on peut avoir que c'est la conception un peu intuitive, le libre arbitre, c'est ce qui échappe au déterminisme. Alors parce qu'on a fait un peu de philo, mais en fait, quand on va faire des études sur qu'est-ce que c'est le libre arbitre pour la plupart des gens, donc il y a des études qui ont été faites, par exemple dans des pays anglophones, c'est un peu, je crois, des réplications dans d'autres pays. On va dire aux gens, voilà, alors déjà faut qu'il y ait une équivalence, à l'expression libre arbitre. Déjà, c'est pas évident, pas dans toutes les langues. Par exemple, il y a des études qui montrent que dans beaucoup de langages et de cultures asiatiques, il n'y a pas d'expression libre arbitre, hein. Mais ça, je vais y revenir. Et donc, par exemple, il y a des études qui ont déjà été faites il y a une vingtaine d'années, où dans les pays anglophones, donc c'est free will, hein, donc ce qui veut dire volonté libre, c'est pas exactement la même chose que libre arbitre, ce qui est un peu compliqué. On va demander aux gens qu'est-ce que c'est agir de son propre free will, libre arbitre, qu'est-ce que c'est le free will, puis les gens, en fait, disent surtout que c'est agir intentionnellement, en faisant ce qu'on a envie, conformément à nos projets, à nos valeurs, sans être forcé par quelqu'un d'autre. Donc toute cette conception, j'aurais pu faire autrement, à, à condition initiale égale, j'échappe au déterminisme, c'est pas quelque chose qui est présent en fait naturellement à la plupart des gens quand ils utilisent le terme libre arbitre, hein, ou free will. Il faut bien voir qu'en français et en anglais, free will et libre arbitre, c'est un concept philosophique qui est tombé dans le langage ordinaire
mais qui a du coup beaucoup changé de sens ou pas. Mais en tout cas, c'est clair que toutes ces idées sur... en tout cas, peut-être qu'elles sont là intuitivement, on pourra en parler après, implicitement, mais ça vient pas à l'esprit des gens quand on leur demande ce que c'est le libre arbitre. Et comme je disais, il y a des personnes qui ont essayé de faire définir ça dans certains pays comme, je sais plus, pays, genre ça doit être la Chine et l'Inde, et il y a quasiment pas d'équivalence à ce concept dans certains pays. Ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, il se pourrait que le débat sur le libre arbitre, qui a l'air, comme vous dites, d'un débat millénaire de la philosophie, en fait, il soit surtout présent dans la philosophie occidentale et qu'il n'y en ait pas d'équivalent dans d'autres formes de philosophie, que ce soit quelque chose de régionalement situé. Deux choses. Déjà, j'ai du mal avec le fait que les gens vont donner une définition du libre arbitre, mais j'ai pas l'impression que c'est pas parce qu'ils le rapportent qu'ils ne le considèrent pas. C'est-à-dire qu'ils ont juste pas forcément les notions de ce que ça va impliquer de que ce soit un monde déterministe. Et du coup, ils vont garder comme l'axiome de base qui est que oui, j'avais un pouvoir d'action. Donc, si j'ai un pouvoir d'action, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais pu faire autrement dans les mêmes conditions. J'ai choisi. Donc, si j'ai choisi, j'aurais pu choisir l'autre option aussi bien. Et j'ai l'impression que c'est implicite, du coup. Mais que ça reste dans leur esprit de comme une sorte de dualiste de Descartes, une sorte d'âme qui choisirait sur quel rail prendre, enfin quel chemin prendre pour la prochaine décision, quoi. Voilà, donc là, c'est là que tout le débat se porte en philosophie. Donc, entendons-nous pour définir que le libre arbitre, c'est le type de contrôle qu'on doit avoir pour être moralement responsable. Hein. La question, c'est de savoir, la question sur laquelle les philosophes sont pas d'accord, justement, dans le débat contemporain, c'est est-ce que pour être moralement responsable de ses actes, il faut avoir une sorte de pouvoir comme ça qui nous permet d'échapper au déterminisme. Alors on peut définir vite fait le déterminisme. Hein. L'idée de déterminisme, c'est l'idée que le fonctionnement du monde serait fixé par des lois qui disent pour chaque état donné à quoi doit ressembler l'état suivant, étant donné l'état auquel on est maintenant et les lois de la nature. Donc l'idée, c'est que par exemple, dans la physique newtonienne, on considère que le déplacement des objets est déterministe, parce que si vous connaissez la position d'un corps, la vitesse à laquelle elle se déplace, l'accélération, toutes les forces qui s'appliquent à ce corps, eh ben, il n'y a qu'une seule solution possible pour là où il va se trouver. Ça, c'est un système déterministe. Appliqué à l'humain, ça voudrait dire que, par exemple, si je fais telle action, par exemple, si là, je mange une pomme, c'est parce que j'avais faim, qu'il y avait une pomme là, que je trouve que j'aime les pommes, étant donné, je sais pas, mes goûts, la position de mes papilles sont superposées. Et que, voilà, si on revenait à cet endroit-là, étant donné comment c'était il y a 5 minutes, il y avait qu'une seule issue possible, c'est que là, je mange une pomme à ce moment-là. Étant donné tous les processus qui étaient en cours, toutes les forces qui s'appliquaient sur moi. Donc ça, alors, est-ce que vraiment, pour être moralement responsable, on a besoin d'un libre arbitre aussi fort, le fait d'échapper au déterminisme, ou est-ce que ça suffit de faire ce qu'on veut, en fait, un truc beaucoup plus faible? Donc ça, c'est le débat qui sépare dans la littérature contemporaine ce qu'on appelle le compatibilisme et l'incompatibilisme. Donc le compatibilisme, c'est la position selon laquelle, finalement, le libre arbitre au sens de contrôle qui nous permet d'être moralement responsable, c'est complètement compatible avec le déterminisme. Alors par exemple, un exemple, ce serait la chose suivante. Imaginons que je profite de ma position de politicien pour détourner de l'argent. Le compatibiliste pourrait dire, étant donné ma personnalité, mon éducation, la situation dans laquelle je me retrouve, le contexte où j'étais, c'était nécessaire que je vole l'argent. Hein, effectivement, si on rejouait la scène plusieurs fois de suite, je volerais toujours l'argent, parce que c'était comme ça. Et mais disent les compatibilistes, mais en fait on s'en fout. Enfin, oui, effectivement, étant donné que vous étiez un gros connard, c'était nécessaire que vous voliez l'argent. Mais c'est quand même parce que vous êtes une sale personne que vous volez l'argent. Donc je vois pas très bien quel est le rapport. Pourquoi on parlerait de déterminisme. L'incompatibiliste, c'est celui qui dit non, en fait, pour être moralement responsable, il faut un type de contrôle très très particulier qu'on ne trouve peut-être pas chez tous les êtres vivants, hein, qui est celui d'être capable d'échapper au déterminisme. Ça voudrait dire, par exemple, si on rejouait mon choix un certain nombre de fois, si on pouvait rembobiner l'histoire et qu'on me remettait à chaque fois dans les mêmes conditions, de temps en temps, j'agirais d'une façon différente. Okay. Donc ça, c'est le débat. Il y a des arguments très intéressants sur le débat. Ouais. Alors ça, ce qui va poser encore des problèmes, parce que qu'est-ce que c'est ce choix volontaire, mais qui n'est pas du hasard, mais qui n'est pas déterminé par ce que je veux. Oui, bah oui. Voilà, Ouais, c'est ça le problème. c'est un peu le problème. Donc il y a ce débat-là en philosophie contemporaine. Alors faut voir que c'est un débat que les gens connaissent pas forcément, parce que moi j'avais fait mes études de philosophie en France à l'origine. Et franchement, en France, quand on voit le débat sur le libre arbitre, c'est toujours la question, soit on est libre, soit on est déterminé. Il faut choisir entre les deux. Il y a peut-être une troisième solution kantienne un peu magique, voilà. Mais le compatibilisme, c'est pas une position qui est connue en France, mais en fait, c'est la position un peu dominante dans le débat international. Donc, c'est une sorte de décalage comme ça entre ce qu'on discute ici. Et alors, un des arguments classiques
par exemple, en faveur de, peut-être que c'est ce que vous avez à la tête, un argument classique dans le débat en faveur de l'incompatibiliste, de l'idée qu'on a besoin d'échapper au déterminisme pour être libre et moralement responsable, et contre le compatibiliste, l'idée qu'on pourrait être moralement responsable même si on est déterminé, c'est juste de dire, en fait, la conception intuitive du libre arbitre, alors pas du mot, du coup, mais du coup, nos intuitions sur la responsabilité morale, elles sont déjà incompatibilistes. Donc en fait, si on accepte une position compatibiliste, on va complètement à l'encontre du sens commun, c'est délirant. Et c'est plus compliqué que ça, en fait. Parce que comme je vous ai dit, quand on interroge les gens sur le libre arbitre, déjà, le déterminisme, c'est pas un truc qu'ils ont en tête, mais de toute façon, ils savent pas ce que ça veut dire le mot déterminisme. C'est un terme très technique, en fait, de philosophie. Alors, comment on fait? Donc là, c'est là qu'il y a intervenu un certain nombre de chercheurs qui, à partir de 2004, encore maintenant, sont allés étudier, en fait, les intuitions implicites des gens sur la responsabilité morale et le déterminisme. Alors, c'est assez marrant, parce que dans les premiers papiers qu'ils ont écrits, ils disent, voilà, on a tenté une première approche qui ne marchait pas du tout, c'est qu'on allait dire aux gens, est-ce que vous pensez que le free will, donc le libre arbitre, est incompatible avec le déterminisme? Et là, ils nous disent quasiment tout le monde dit oui. Mais alors après, on leur a demandé, mais c'est quoi pour vous le déterminisme? Ça veut dire, c'est qu'on n'est pas libre, quoi. Donc du coup, c'est pas très instructif. C'est pas très instructif pour le débat philosophique. Ça veut juste dire que oui, pour eux, c'est intuitif que libre arbitre et déterminisme, c'est incompatible, mais parce que déterminisme, pour eux, ça veut dire les trucs qui nous empêchent d'être libres, quoi. Donc c'est quasiment logiquement valide. Donc, comment on fait pour tester si les gens sont implicitement déterministes ou pas? L'idée, ça a été de proposer des scénarios aux gens dans lesquels on présente des univers déterministes. On leur dit, voilà, ça c'est un univers déterministe. Est-ce que vous pensez que les gens qui vivent dans ce genre d'univers peuvent être moralement responsables de leurs actions? Voilà, par exemple, un premier scénario qu'on leur donne, c'est imaginer par exemple un monde dans lequel les lois de la nature sont strictes, voilà. Et dans cet univers, on a pu construire un ordinateur qui, parce qu'il connaît l'état du monde actuellement et les lois de la nature, peut prédire avec une précision de 100% ce qui va se passer dans le futur. Donc là, on est en 2025, il faut imaginer que l'ordinateur prédit qu'il y a un mec qui va naître en 2040, qui s'appelle John, disons. Et en 2065, il va cambrioler une banque. Et effectivement, il finit par cambrioler une banque. Voilà, donc on dit on demande aux participants, ok, vous avez compris le scénario, vous êtes d'accord qu'il a prédit le truc, etc. Si vous pensez que c'est impossible, on vous exclut, mais il n'y en a pas trop qui pensent que c'est impossible. C'est un scénario de science-fiction comme on a l'habitude d'en voir. Et est-ce que du coup, John, il est responsable d'avoir cambriolé la banque vu que son comportement était tout à fait prévisible? Là, il y a 2/3 des gens qui disent que oui, la personne l'a fait de son propre libre arbitre, de son propre free will, et il y en a à peu près 3/4 qui disent qu'il est moralement responsable d'avoir volé la banque. Alors, il y a d'autres scénarios, par exemple, il y a des scénarios dans lesquels on dit, voilà, imaginez 2 jumeaux qui sont séparés à la naissance. Il y en a, ils sont élevés par une famille qui est très très gentille, l'autre qui est élevé par une famille qui est très très méchante. Étant donné l'évaluation qu'ils ont, l'éducation qu'ils ont eue, ils se comportent systématiquement de cette manière. Puis il y en a un, chacun d'entre eux retrouve un portefeuille par terre. Il y en a un qui décide, celui qui a été élevé par la famille gentille. Je simplifie beaucoup le scénario parce qu'il est très long. Il va rendre le portefeuille à la police. L'autre, il le garde pour lui-même. Est-ce qu'ils sont moralement responsables de leurs actions, sachant que s'ils avaient été échangés et chacun élevé par l'autre famille, ils auraient agi différemment? Là, les gens disent les gens sont à 80% oui, quoi. Et un troisième scénario qui a été donné dans ces premières études, c'est de dire, voilà, imaginez qu'en fait, le monde est cyclique. À chaque fois qu'il arrive à la fin, il recommence du début, puis tout se reproduit de la même manière, parce que tout suit le même plan, la même chaîne d'événements. Truc un peu stoïcien, quoi. Et dans cet univers cyclique où tout se produit toujours de la même façon, il y a une personne qui vole un objet. Est-ce qu'elle est moralement responsable pour voler du fait d'avoir volé l'objet? Et là encore, 2/3 des personnes disent oui. Et donc, ces études, alors il y a beaucoup de débats là-dessus, il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites, ça c'est les premières, il y a plein de débats méthodologiques à avoir, elles suggèrent que c'est pas si évident que ça, que la conception intuitive des gens considère que le fait d'être moralement responsable requiert une sorte de pouvoir d'échapper au déterminisme qui nous échappe. Mais alors, ce qui est intéressant dans le libre arbitre, je finis juste là-dessus pour la suite de la discussion, c'est que moi j'ai fait des cours sur le libre arbitre, et c'est souvent un débat qui est assez marrant, parce qu'en général, les gens comprennent absolument pas la position de l'autre. Par exemple, si je fais un débat sur l'utilitarisme ou le déontologisme, il y en a qui disent oui, je comprends le raisonnement qui nous pousse à tuer une personne pour en sauver 5,
Je suis pas d'accord avec, je pense que c'est mal, mais je comprends le raisonnement, quoi. Je pense que c'est faux, je pense que vous avez tort, mais je comprends le truc. Alors, le libre arbitre, c'est un truc où les gens deviennent complètement fous, ils sont persuadés en général que les autres ont juste pas compris le débat. C'est pas qu'ils ont une option qui est fausse, c'est en général, ils ont pas compris de quoi on parlait, quoi. Donc il y a une sorte de... Il y a un truc assez marrant sur les conceptions qu'ont les gens, quoi. Et cette différence, est-ce qu'elle est due justement dans une différence de définition qui fait que chacune des personnes part avec ses définitions qui va mener à une certaine conclusion et donc forcément elles peuvent pas communiquer entre elles parce qu'elles adoptent pas la même définition? Ou est-ce que c'est juste vraiment une sorte de, je sais pas comment dire, de position émotionnelle ou en tout cas d'une conviction de sa propre vue qui est tellement forte que justement on va juste taire complètement peu importe le point de vue de l'autre et ne même pas faire l'effort logique d'essayer de le comprendre? Alors c'est pas purement définitionnel, parce que si c'était un truc définitionnel, on pourrait dire ah ben toi tu définis le truc comme ça, moi je définis le truc comme ça, puis voilà, on continue notre route. Mais l'idée c'est qu'on ne demande pas uniquement aux gens comment ils définiraient libre arbitre ou comment ils utilisent le mot, ce qui n'est pas philosophiquement super intéressant. On leur demande surtout est-ce qu'ils pensent que les gens qui vivent dans ce monde déterministe, par exemple, ils mériteraient d'être punis ou ils mériteraient d'aller en prison ou des choses comme ça. Donc c'est pas pas des questions de définition, là on est sur des questions qui ont des implications pratiques en fait. Et donc ils sont aussi en désaccord sur ces conséquences pratiques justement. Donc c'est pas juste une question de définition. D'ailleurs, comme je vous ai dit, en général, il y a dans ces études, je sais pas si vous avez remarqué dans les chiffres que je vous ai dit, en général, par exemple, dans le cas de l'ordinateur, il va y avoir 66% des gens qui disent que dans ce monde déterministe, les gens ont du free will, et 77% qui vont dire que en fait la personne est moralement responsable. Donc il y a une petite minorité de gens qui disent oui, ils ont pas de free will parce que voilà, mais ils sont quand même moralement responsables. C'est clair qu'il y a des gens qui utilisent, les gens utilisent le mot free will de façon très variable, mais ce qui est intéressant, c'est justement plus les questions sur est-ce qu'il faut punir la personne, est-ce qu'elle est moralement responsable, parce que ça, c'est pas une question de définition. Les gens s'accordent à peu près sur ce que ça veut dire que la personne est moralement responsable et qu'elle doit être punie. C'est des conséquences assez pratiques. Et la question, c'est, bon, je sais pas si c'est émotionnel, mais c'est clair que on touche à quelque chose de... on touche sur des intuitions très différentes, en fait. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a des gens pour qui c'est clair que, comme je disais, en France, par exemple, il y a quasiment pas de débat sur la question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est clair que, déterminisme, c'est pas possible d'être moralement responsable quand on est dans un monde déterministe, il y a même pas de question, et la question, elle part de, voilà. Et, étant donné que c'est évident dès le départ que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre, lequel on choisit. Tandis que je vous dis, au niveau plus mondial, c'est quand même se dire, attendez 2 secondes. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre, entendu comme le contrôle qui permet la responsabilité morale? Et en fait, c'est très, même chez les philosophes, c'est très divisé, quoi. Donc avant de venir, je pense qu'on ira après sur la notion de responsabilité, de comment en fonction des points de vue, ce qu'on peut en faire, etc., justement de cette notion de responsabilité morale. Avant, j'aimerais bien qu'on explore justement le fait qu'on considère souvent qu'il faut un monde déterministe pour qu'il n'y ait pas de libre arbitre. C'est-à-dire dans la grande notion. S'il y a un monde déterministe, il n'y a pas de libre arbitre, mais du coup, si par exemple la mécanique quantique vient montrer que le monde n'est pas déterministe, alors tout d'un coup, il y a une place pour le libre arbitre. Mais ça me semble être la même confusion que si la mécanique quantique vient, elle apporte du hasard dans ce non-déterminisme. Mais le hasard, c'est toujours pas un agent qui a un contrôle et qui va changer la direction des choses. Donc, comment est-ce qu'on voit cette chose-là, justement, philosophiquement, de s'il n'y a pas de déterminisme, qu'est-ce qui se passe au niveau du libre arbitre? Alors c'est assez marrant, en fait. Effectivement, en soi, le hasard, c'est le contraire du contrôle. Donc si on définit le libre arbitre comme le contrôle qui est nécessaire pour être moralement responsable, on voit pas trop en quoi ça aide. Donc un exemple que j'aime bien, que j'utilise dans un livre, parce que c'est ça, c'est imaginer un scénario de science-fiction où un scientifique fou vous implante dans le cerveau une puce qui détermine tous vos comportements. Donc il a mis un programme dedans qui détermine complètement tous vos comportements. Là, vous n'allez pas être libre. Ok. Mais imaginez maintenant un scientifique fou qui met dans votre cerveau une puce qui a une liste de comportements possibles, puis l'a choisi de façon complètement aléatoire. On va dire que la puce est quantique, si vous voulez. Et ça n'a pas l'air d'être beaucoup plus libre. Voilà. En général, je pense que l'idée, c'est ça. En fait, l'idée, c'est plus le truc, donc le débat sur le libre arbitre, pendant très longtemps, le problème, ça n'a pas été le déterminisme, en fait. Tout le Moyen-Âge, la question du déterminisme, elle n'est pas là. La question, c'est la question de l'omniscience divine. Est-ce que le libre arbitre est compatible avec l'omniscience divine? Laissons ça de côté. Même si c'est intéressant. Ce qui était une sorte de déterminisme en soi, l'omniscience divine. Justement, c'est toute la question. Parce qu'il y a certains penseurs chrétiens qui disent, en fait, on peut penser l'omniscience divine sans penser le déterminisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on pense que l'omniscience requiert le déterminisme, c'est en général parce qu'on considère que pour que Dieu sache ce qui va se passer dans le futur,
Il faut que maintenant, à partir de la condition actuelle et des lois de la nature, il en déduise ce qui va se passer dans le futur. Mais par exemple, il y a des penseurs chrétiens qui avaient, alors j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui ont des modèles différents, disant mais en fait Dieu, il est hors du temps. Donc même en supposant que les événements se succèdent de façon pas déterministe, c'est-à-dire que ce qui est à T2 n'est pas complètement déterminé parce qu'il y a T1, Dieu, il sait pas à T1 ce que vous allez faire à T2. Dieu, il est hors du temps. Donc pour lui, l'histoire, il voit tous les moments en même temps. Donc là, ça permet d'avoir une sorte de conception de l'omniscience divine qui voit tout le temps en même temps, sans forcément que la succession soit forcément déterminisme, au sens où tout s'enchaîne mécaniquement. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça a un sens, quoi? Donc on peut réussir à penser l'omniscience sans le déterminisme. Ça a été un débat justement dans le christianisme. Alors du coup, le débat sur le déterminisme, il revient à la mode 17e, 18e. Pourquoi? Parce que c'est la révolution scientifique, c'est les lois de la physique, les lois de Newton, la conservation d'énergie. Donc de plus en plus, il y a cette conception que la physique, c'est un système clos, où il y a une certaine quantité qui est conservée, où tout ne peut se dérouler qu'une certaine façon étant donné les lois de la nature. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on recommence à discuter du libre arbitre. Par exemple, les gens qui rejettent le libre arbitre, comme Spinoza, le font parce que c'est clair que on est déterminé. Spinoza fait toujours la comparaison. En fait, une pierre qui tomberait, elle se dirait peut-être youhou, je suis en train de tomber de mon plein choix, mais en fait, elle est attirée par la loi de la gravitation, et en connaissant les lois de Newton, on peut prédire son mouvement. Et disent les êtres humains, c'est exactement pareil. Ils sont pas conscients des déterminismes, mais ils pensent qu'ils sont libres au sens où ils s'échappent au déterminisme. Et donc c'est clair que historiquement, si on considère que le débat contemporain commence à peu près à partir de 17e, 18e siècle, que le grand ennemi du libre arbitre, c'est le déterminisme. Alors forcément, quand on a ça en tête, quand on a ce contexte en tête, toute forme d'indéterminisme paraît un petit peu une sorte de porte de sortie, en fait, quelque part, assez magique. Mais effectivement, l'idée, c'est que l'indéterminisme en tant que tel, ça paraissait une porte de sortie parce que c'était juste quelque chose qui laissait la place pour autre chose. En gros, l'idée, c'était, le monde n'est pas déterministe, donc cet indéterminisme, c'est pas en lui-même qu'il ait une forme c'est pas en lui-même qu'il ait une forme de liberté. C'est parce que comme il y a une forme d'indéterminisme, il faut voir que l'indéterminisme est considéré comme un trou qui permet l'action de quelque chose, je sais pas, une âme immatérielle qui, elle, pourrait décider de façon complètement non déterministe. Et ça, il y a déjà des auteurs qui se rendent compte que, en fait, le hasard, c'est pas terrible. Un auteur qui est très connu, qui défend une thèse que j'aime beaucoup, parce qu'elle est juste trop bizarre, c'est Hume. Donc Hume, dans l'enquête sur l'entendement humain, défend une thèse beaucoup plus forte, qui est l'idée que c'est parce qu'il y a du déterminisme qu'on est libre. Parce que son idée, ce serait, imaginez, ce serait quoi un monde non-déterminisme? Ce serait un monde où, par exemple, là, je sais pas, j'ai envie de faire ce geste-là et de lever pour prendre un verre d'eau, et en fait, comme le monde est déterministe, d'un coup, c'est ma main droite qui se lève pour me foutre une claque, quoi. Est-ce que je suis vraiment plus libre dans ce cas-là que quand, en fait, mes actions sont directement le produit de mes désirs, quoi? Parce que c'est un peu ça, la conception du déterminisme à l'époque, c'est si l'humain est déterminé, ça veut dire que mes actions sont directement la cause de mes désirs, il n'y a pas d'espace, je veux ça, je fais ça. Ça paraît quand même déjà mieux que je veux ça et je fais quelque chose d'autre, quoi. Alors du coup, maintenant au XXe siècle, on est beaucoup plus conscient de l'idée que l'indéterminisme en soi, ça suffit pas à sauver la liberté, en fait. Il faut que l'indéterminisme laisse la place à quelque chose d'autre. Et du coup, justement, je vous ai dit, il y a un débat pour dire, il y a des gens qui défendent l'idée qu'on a besoin que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. Une réponse qui est faite contre ces gens-là, c'est de dire, mais en fait, l'alternative au déterminisme, c'est quoi? C'est l'indéterminisme. Et l'indéterminisme, c'est le hasard. Le hasard, c'est le contraire du contrôle. Donc en fait, l'indéterminisme, c'est pire. Donc si vous considérez qu'il n'y a pas de liberté possible dans un monde déterministe, par définition, il y a encore moins de liberté possible dans un monde indéterministe. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter de dire l'indéterminisme, il faut montrer comment l'indéterminisme pourrait laisser un peu de place à quelque chose qui serait ni du déterminisme, ni de l'indéterminisme. Et ça a toujours été un truc un peu magique qui est difficile à conceptualiser, en fait. J'ai l'impression que le fait que, par exemple, pour reprendre l'exemple du philosophe que vous disiez avec de Hume, le fait qu'on ait l'impression que ce soit mieux qu'il y ait une sorte de déterminisme et qu'on serait plus dans un monde déterministe que dans un monde qui le serait pas, que par exemple l'exemple comme vous avez dit d'aller prendre ma bouteille plutôt que de me taper au moment où j'ai envie d'aller prendre ma bouteille et qu'au final le résultat ce soit que je me mette une baffe, ça semble
on a l'impression que c'est mieux dans un sens de cohérence ou de cohérence d'une action qui va chercher un but. Mais en aucun cas, dans les deux cas, je vois pas en quoi est-ce qu'on peut dire que l'une est plus libre que l'autre, en fait. C'est-à-dire que même si on prend le libre arbitre d'un point de vue moralement acceptable, à partir du moment où on considère un déterminisme, on dit qu'il n'y a pas un agent qui va être responsable des causes, qui va changer les choses. On considère juste que c'est comme ça, mais qu'on va tenir les gens responsables. Pour prendre du coup une position compatibiliste. Peu importe que le résultat soit dû au hasard ou du choix de la personne, si on la tient moralement responsable à partir de ce moment-là, mais qu'on sait que de toute façon elle n'avait pas un contrôle dessus, vraiment sur l'état de toutes les causes, alors c'est pareil. Alors, Hume, en fait, répond à ces questions, même si les réponses ne vous satisferont peut-être pas. Ça satisfait pas tout le monde. Déjà, il y a l'idée que si, c'est plus de contrôle, c'est plus de liberté, parce qu'une définition très simple de la liberté, c'est faire ce qu'on veut. C'est quand même une définition très intuitive de la liberté. Donc, si mes actions, elles sont complètement déterminées par mes désirs, bah, je fais ce que je veux. Si mes actions, elles sont aléatoirement liées à mes actions, elles sont aléatoirement liées à mes désirs, j'ai même pas ce niveau très primaire de liberté. Voilà, déjà. Ça, c'est pour la réponse à la question en quoi c'est plus libre. Ça, c'est la réponse de Hume. La réponse sur la punition de Hume, elle est très simple. En fait, elle dit, voilà. En général, alors, très discutable comme thèse, hein, il dit, en général, on considère les personnes d'autant plus responsables que leur action reflète et vient de leur caractère le plus stable et le plus profond. Il dit, voilà. Par exemple, quelqu'un qui agit sur un coup de tête, on le tiendra moins responsable que quelqu'un qui agit de sang-froid, parce que le coup de tête, ça représente un truc un peu impulsif, un caprice, quelque chose un peu périphérique à moi. Tandis que, bah voilà, si c'est un plan que j'ai cogité pendant plusieurs jours, bah c'est clairement ça représente, alors, ça vient de façon déterministe de mon caractère, mais ça représente justement plus qui je suis, parce que ça vient de façon complètement déterministe de mon caractère. Et l'idée d'Hume, c'est que bah, le principe de la responsabilité morale, c'est de dire cette action, tu en es responsable parce qu'elle émane vraiment de toi, quoi, et pas d'une autre cause qui serait venue interférer avec toi-même. Alors bien sûr, elle est complètement déterminée par ton caractère, mais c'est justement le principe. On vous punit pour cette action parce qu'elle émane du fait que vous êtes le type de personne qui pourrait commettre ce type d'action, et par la punition, bah déjà, on vous met de côté pour protéger la population, mais on espère que ça vous amène à changer d'avis, changer de caractère, etc. Voilà, ce sera à peu près la définition d'Hume. Donc c'est pas complètement, aléatoire. C'est pas, il y a toute une théorie derrière. Et du coup, ce que vous avez dans votre réponse, il y avait cette idée, je suis pas responsable du fait que je suis ce type de personne. Donc on va dire voilà, imaginons que je fais cette action parce que je suis ce type de personne plutôt égoïste. Disons qu'en fait, une grande partie des raisons pour lesquelles j'ai fini par être ce genre de personne, c'est que je suis né avec tel gène, dans tel environnement, j'ai fini par agir de cette façon. Hein, c'est toujours le truc classique, ce qu'on appelle la chance morale. Hein, si j'étais né si j'étais déjà né dans les années 20 en Allemagne, peut-être que voilà, je sais pas ce que j'aurais pu finir par faire, quoi. Et la question c'est et alors parce qu'en fait, ce qui est présupposé dans cet argument, c'est de dire si je suis pas responsable de mon caractère, alors je suis pas responsable de ce qui découle de mon caractère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le transfert de non-responsabilité. C'est l'idée que si je suis pas responsable des causes de quelque chose, je peux pas être responsable des conséquences de cette chose-là. Mais c'est un peu tout le débat, justement, c'est de savoir est-ce que ce principe qui a l'air intuitif, il est vrai, étant donné qu'un des maillons de la chaîne, c'est quand même moi. Hein. Voilà, effectivement, si on prend une chaîne de cause et d'effet dans la vraie vie, imaginons qu'il y a un truc genre effet papillon, quelqu'un qui appuie sur un bouton, puis ça crée un court-circuit, ça crée un incendie, ça crée une explosion, puis il y a une ville qui est rasée, il y a une ville qui est rasée de façon complètement mécanique. Si je suis pas la personne qui a appuyé sur le bouton, ou si j'avais aucun moyen de l'empêcher la personne d'appuyer sur le bouton, je peux dire, je suis pas responsable de l'événement initial, donc je peux pas être responsable de toute la chaîne qui a causé après, quoi. Mais là, on est dans un cas différent. On est dans un cas où un des maillons de la chaîne, c'est précisément moi, quoi. Et ce que dit Hume, c'est effectivement, je suis pas responsable d'être cette personne-là, mais ça veut pas dire que je suis pas responsable de mes actes. Il y a pas forcément une sorte de transitivité comme ça de la non-responsabilité. Ce qui se discute, hein, j'ai pas dit que c'était vrai, mais c'est un débat autour de ce qu'on appelle justement le transfert de non-responsabilité. J'ai du mal à comprendre comment le compatibilisme, justement, il vient justifier cette responsabilité morale autre que par principe. Comment ça, par principe? Je vois pas pourquoi il le justifiait plus par principe que l'incompatibilisme. En fait, c'est ça, c'est là, vous abordez le débat entre compatibilisme et incompatibilisme avec l'idée que finalement,
C'est l'incompatibilisme qui est plus intuitif pour vous. J'ai pas trop compris l'incompatibilisme, en fait. Est-ce que l'incompatibilisme, ça revient à une idée de juste on n'a pas de libre arbitre? Non, l'incompatibilisme, c'est l'idée que le libre arbitre demande qu'on soit pas déterminé. On peut pas être déterminé, on peut pas être libre si on n'est pas déterminé. Parce que le libre arbitre demanderait quelque chose comme la capacité à choisir à force égale devant, à pouvoir faire un choix différent même si on a toutes les mêmes, même dans les mêmes circonstances. Parce que le libre arbitre demanderait un truc comme être une sorte d'être qui est la source de soi-même et qui n'est causé par rien. Et donc en fait dire voilà, mais je comprends pas le compatibilisme, il a l'air de dire qu'on est libre par principe, bah, pas plus que l'incompatibilisme, il est juste pas d'accord. Alors là, le compatibiliste dit pas qu'on est forcément libre dans tous les cas. Parce que là, je présente le compatibilisme comme ça, mais prenons plusieurs formes de compatibilisme. Parce qu'une fois qu'on a dit que le libre arbitre était possiblement compatible avec le déterminisme, on n'a pas encore une conception bien nourrie du libre arbitre. Donc, je prends juste 2 exemples de théories compatibilistes. Par exemple, il y en a qui défendent l'idée qu'on est libre, moralement responsable, quand nos actions sont sensibles aux raisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, on réfléchit, on est des agents délibératifs, on est capable de se voir que ceci est une bonne raison d'agir, que ceci est une mauvaise raison d'agir, et nos actions, elles répondent plus ou moins à ces réponses. On sait tous, il y a des fois où on est très en contrôle de nous-mêmes, on fait le calcul des trucs, et on agit en fonction de ce qu'on a jugé être le meilleur. Et puis il y a des fois, on se dit, voilà, oui, effectivement, faudrait que je finisse ça ce soir pour être tranquille, au lieu de finir cette série sur Netflix et de me réveiller à 3h du matin demain en essayant de le finir à l'arrache. On sait que c'est pas la bonne solution, et on le fait quand même. Et là, le compatibiliste dira, cette forme de compatibilisme qui définit la responsabilité morale, la liberté, comme le fait d'être sensible aux raisons, vous dira, bah, il y a un cas où vous étiez plus libre que l'autre, c'est celui où vous étiez capable d'agir sur la base de toutes vos raisons, et le cas où vous êtes laissé emporter par la flemme, c'est que vous étiez un peu moins libre, en fait. Et un exemple où le compatibiliste dira on n'est pas libre, c'est par exemple si vous voulez, je sais pas, arrêter quelque chose, je sais pas, arrêter de bouffer du chocolat tous les soirs, arrêter de fumer, arrêter je ne sais quelle drogue, et que vous vous dites c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur à long terme, mais que vous y arrivez pas, vous êtes dans un cas où vous n'êtes pas sensible aux raisons. Donc voilà, par exemple, le compatibiliste, il dirait il y a plein de cas dans la vie de tous les jours où on n'est pas libre, donc on n'est pas libre par principe, hein, mais ce qui différencie ces cas où on n'est pas libre des cas où on est vraiment libre, c'est pas rien à voir avec le déterminisme, c'est notre capacité à agir sur la base de nos raisons. Voilà. Et ça peut être vrai dans un monde d'un déterminisme ou un déterminisme. Dans les deux types de mondes, on peut agir sur la base de nos raisons. Voilà, vous voyez. Donc l'idée, c'est par exemple pourquoi est-ce que quelqu'un qui est hypnotisé n'est pas libre. C'est pas parce qu'il est déterminé, on pourrait imaginer une sorte de, comme je disais, une sorte de manipulation un peu déterministe, c'est parce que l'hypnose l'empêche d'agir sur la base de ce qu'il pense être le meilleur. Voilà. Par exemple, ça serait une forme de compatibilisme, où l'idée c'est que voilà, le libre arbitre, c'est la capacité à agir sur la base de nos raisons. C'est une capacité qu'on peut cultiver d'ailleurs. Hein. Il dit que c'est pas quelque chose qui nous est donné entier et qu'on a tout le temps à chaque truc. Hein. C'est que des fois, on n'est pas. Certaines personnes font d'ailleurs plus preuve que d'autres. Donc ça, par exemple, c'est des philosophes comme Fischer et Ravizza qui défendent ça. Alors une autre conception, par exemple, compatibiliste du libre arbitre, c'est celle que présente Harry Frankfurt. Lui, il le définit plus comme ça. Il dit, en fait, ce qui distingue les humains des animaux, c'est la métacognition. Hein. C'est la capacité non seulement à penser à ce qu'on pense, mais surtout, lui, ce qui l'intéresse, c'est on a des désirs, comme les animaux. Les animaux agissent sur la base de leurs désirs. Hein. Mais nous, on est des êtres qui, en plus, pouvons avoir des désirs sur nos désirs. On pourrait, par exemple, je peux souhaiter ne plus vouloir fumer, par exemple. Ou j'aimerais bien ne pas être le type de personne qui a envie de faire de mal aux autres dès qu'il est contrarié, quoi. Des choses comme ça. Et son idée, c'est qu'on est libre quand nos désirs de second ordre, nos désirs sur nos désirs, sont assez forts pour avoir de l'influence sur notre comportement. Ce serait en ça consisterait la liberté. Et là encore, c'est quelque chose qui est totalement implémentable dans un monde déterministe. Aussi dans un monde indéterministe d'ailleurs. Et donc voilà, l'idée c'est que dans les deux cas, ces deux théories, elles prévoient tout un cas dans lesquels on n'est pas libre. Donc c'est pas du tout l'idée qu'on est libre par principe, c'est l'idée qu'il y a un certain nombre de conditions assez finalement pas forcément faciles, hein, assez exigeantes à remplir pour être vraiment libre, mais que ces conditions, par contre, elles ne sont pas concernées sur le fait du déterminisme ou pas. Par exemple, si on prend l'idée qu'on est libre quand on est capable d'agir sur la base de nos raisons à nous, c'est ce qu'on pense être le meilleur, bah,
Si on pense que telle chose est le meilleur ou pas, c'est probablement dû à des facteurs qui remontent dans le passé, etc. Mais ce que dit cette conception, c'est que l'histoire de ces raisons n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est notre capacité à agir sur ces raisons. Voilà, je sais pas si ça clarifie un peu le truc. Mais on est d'accord que quand ils disent capacité à agir sur les raisons, ça reste d'un point de vue déterministe. On Oui, c'est revient ça. pas à une notion de liberté, Non, pas de du tout. Bah changement. non. C'est-à-dire qu'on va juste considérer qu'en gros, si on a cette réflexion, alors on va considérer qu'on est libre parce qu'il y a eu suffisamment de processus, qu'il y a eu un contrôle ou pas dessus, c'est pas grave. On va considérer que c'est un choix rationnel, entre guillemets. C'est ça. En fait, c'est la question du contrôle, en fait. Bah, par exemple, si on prend Fisher et Ravizza, leur idée, c'est qu'il faut distinguer deux notions de contrôle. Et ils prennent une image assez simple là-dedans. Ils disent, voilà, imaginez que vous passiez votre permis. Je sais pas que, voilà, c'est des Américains, je sais pas si ça se passe comme ça. Vous conduisez la voiture. Donc, vous êtes la personne qui dirige la voiture. OK? C'est à cause de vous que la voiture, elle avance. Hein, vous avez le pied sur la pédale. Donc, vous avez ce qu'ils appellent le guidance control, le contrôle de guidance sur la, non, je sais plus, je me rappelle plus de leur bon, vous avez un premier type de contrôle qui est que c'est à cause de vous que la voiture avance. Ok, ça va? Oui, c'est ce qu'ils appellent le guidance control. Ils disent, mais imaginez que vous avez à côté de vous l'instructeur du permis, et lui, apparemment, je sais pas, c'est comme ça aux États-Unis, il a un volant parallèle en fait, et des commandes parallèles qui, s'il les active, viennent chanter les vôtres en fait, hein, viennent court-circuiter les vôtres. C'est lui qui a la priorité. Donc là, vous avancez sur la route, imaginez que vous avez une fourche, vous prenez le chemin de gauche parce que c'est l'itinéraire que vous avez prévu de faire. Et là, ce qu'il dit, c'est, dans ce cas-là, si vous aviez essayé de tourner à droite, en fait, le moniteur d'auto-école aurait de toute façon court-circuité votre commande et il aurait fait tourner la voiture à gauche. Et ils disent, dans ces cas-là, vous avez un contrôle sur la voiture, c'est à cause de vous que la voiture elle avance, vous êtes la cause du fait que la voiture avance. Vous avez le guidance control, mais vous n'avez pas ce qu'ils appellent le régulative control. Dans ce cas-là, vous n'auriez pas pu faire que ça se passe autrement. Est-ce que vous voyez l'idée? Et donc leur idée, c'est de dire, voilà, une façon d'expliquer une partie du débat, dans le débat sur le libre arbitre, c'est de dire quel type de contrôle est nécessaire pour le libre arbitre. Donc par exemple, pour les gens qui disent on est libre quand on agit sur la base de nos raisons, l'idée c'est que ce qui compte, c'est d'être la personne au volant, si vous, celle qui fait le mouvement. Hein. Leur idée, c'est voilà, vous avez ces raisons-là, ces raisons, elles vous poussent à agir de cette façon, et donc vous avez un type de contrôle qui est, c'est vos raisons, c'est vous-même d'une certaine façon, hein, puisque c'est vos raisons les plus qui vous amènent à agir de cette façon. Effectivement, vous auriez pas pu agir autrement dans un certain sens, dans un sens très fort où vous n'avez pas le régulative contrôle, mais en fait, ce qui compte pour la responsabilité morale, c'est avant tout d'avoir le guidance control. Et une façon d'illustrer ça qui est très connue, c'est l'expérience suivante. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des cas Frankfurt. Non, alors les cas Frankfurt, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé le débat. Alors peut-être que je peux faire un petit historique en fait, si ça va, on a un peu de temps. Le débat entre compatibilisme et incompatibilisme, il dure depuis le début du XXe siècle à peu près. On trouve des choses chez William James par exemple, ou chez Bergson. Et en fait, toute la première partie du XXe siècle, elle est très chiante parce que tout le débat tourne autour d'un truc très simple. Tout le monde dans le débat est d'accord sur un principe, c'est que pour être libre, il faut pouvoir faire autrement. Ça paraît un truc assez classique, hein. Vous savez, si vous êtes pris la main dans le sac en train de faire quelque chose de mal, vous pouvez dire ah mais je pouvais pas faire autrement, je t'ai forcé, j'avais pas le choix, blablabla. Voilà, c'est une excuse classique dont tout le monde est d'accord. Et apparemment, hein, c'est intuitif pour la plupart des gens. Pour être moralement responsable, il faut pouvoir faire autrement. Et tout le débat de la première moitié du XXe siècle, il tourne sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire autrement. Bon sang. Parce que les incompatibilistes disent mais pouvoir faire autrement, ça veut dire si on me replaçait exactement dans les mêmes circonstances initiales, il y aurait une chance que je fasse ça quelque chose de différent. Est-ce que ça va, ça? C'est un peu ce qu'on avait parlé au début. Et les compatibilistes disent non, les gens n'ont pas du tout ça en tête. Hein. Ce que les gens ont en tête, c'est quelque chose de plus simple, qui est que même si j'avais voulu faire autrement, j'aurais fini par faire ça. Donc si on changeait les circonstances initiales et qu'on changeait mes désirs, eh ben ça aurait quand même fini comme ça. Et dans ce sens-là, dire je pouvais faire autrement et je pouvais pas faire autrement, c'est compatible avec le déterminisme. Si par exemple je dis voilà, aujourd'hui j'ai bu de l'eau, mais j'aurais pu faire autrement. Pour un incompatibiliste, ça veut dire si on me replaçait exactement dans le même contexte, j'aurais pris une autre boisson peut-être. Et pour les compatibilistes, ça veut juste dire, mais si j'avais voulu prendre du jus de fruits, si mes désirs avaient été différents, j'aurais agi autrement. Voilà. Donc ça, c'est une définition de pouvoir faire autrement qui est libre, qui est compatible avec le déterminisme. Je sais pas si ça se voit.
Par exemple, on peut Oui, être mais je d'accord. vois pas en quoi Ouais. est-ce qu'on choisit nos désirs. Ah, mais personne dit qu'on choisit nos désirs, par contre. C'est juste, si mes désirs avaient été différents, donc si les circonstances initiales avaient été différentes, j'aurais agi autrement. Donc ça veut dire, c'est moi qui suis en charge dans le sens où ce que je fais dépend de mes désirs. Ouais, il y aurait une cohérence entre action et désir et t'aurais pas bu de l'eau si tu voulais du jus d'orange. Ok, ouais. Exactement. Alors il y a tout un débat au début, et du coup l'idée c'est qu'est-ce que c'est la bonne interprétation de pouvoir dire autrement. Et ça c'est un débat qui a duré pendant 40-50 ans et qui tourne en rond, parce que c'est toujours très dur de trouver un critère qui nous permet de dire, à part, ah bah, moi je trouve que c'est plus intuitif ça, et moi je trouve que c'est plus intuitif ça nous en sort pas. Et dans les années 60, à la fin des années 60, il y a un article qui a changé entièrement la phase du débat sur le libre arbitre. C'est un article par un philosophe américain très connu qui s'appelle Harry Frankfurt. Je sais pas si vous connaissez. Il a écrit On Bullshit, par exemple, qui est un bouquin assez populaire, qui a écrit un article qui est immensément cité, qui est très court, qui est très simple, qui dit, mais en fait, c'est même pas sûr qu'on ait besoin de pouvoir faire autrement pour être moralement responsable. Et pour ça, il propose juste une expérience de pensée. Enfin, il en propose plusieurs, il va graduellement, mais je vais directement à la dernière. Il dit, imaginez la chose suivante. C'est un cas assez connu, qui dit, imaginez que Jean, voilà, toujours lui, John, veuille tuer sa femme, tuer sa tante pour hériter d'un truc, on va dire. Prenons un truc comme ça. Et il se trouve que la tante, il y a aussi Black qui veut que la tante de John soit morte. Et lui, c'est un super neurochirurgien. Et il sait que John a plus ou moins le projet de tuer sa tante, mais il n'a pas très confiance en John, parce qu'il dit il y a une chance qu'il se dégonfle au dernier moment. Donc, à l'insu de John, il lui implante une puce qui lui permet de prendre le contrôle de John. Et donc, si John ne finit par ne pas tuer sa tante, en fait, il active la puce et John sera forcé de tuer sa tante. Voilà. Et il se trouve que John tue sa tante de lui-même. Voilà. Et il n'y a jamais besoin d'activer la puce. Ok, ça va. Et l'idée de Frankfurt, c'est de dire, dans ce cas-là, John, il avait pas le choix. Il avait pas le choix, d'une certaine façon. Quoi qu'il fasse, il allait tuer sa tante. Mais on a quand même bien l'impression qu'il est moralement responsable. Ouais, quand même. Alors bien sûr, après vous pouvez dire cette intuition est trompeuse, mais le premier truc qu'on a en lisant le texte, c'est un peu ça, c'est quand même, on a l'intuition qu'il est moralement responsable. Parce que Frankfurt dit, c'est la chose suivante, c'est que du coup, ce qui compte, c'est pas qu'il ait pu faire autrement, parce qu'il pouvait pas faire autrement. Ce qui compte, c'est que ça venait de lui. C'était lui la source de cette action. Il a tué sa tante parce qu'il en avait envie. Et finalement, est-ce que c'est vraiment très important de pouvoir faire autrement? Ce qui compte, c'est que mes désirs, mes raisons fassent partie de la chaîne causale qui amène à tuer la tante. Voilà. Et finalement, ne pas pouvoir faire autrement, c'est pas si important. Ouais, mais par exemple, un enfant qui veut tomber malade et qui va tomber malade à l'école parce qu'il va choper la grippe, on va pas le tenir responsable d'être tombé malade, même si le matin il avait envie de tomber malade pour pas aller à l'école. Je sais pas si vous êtes un parent, mais ça dépend de l'âge de l'enfant. À partir de 8 ans, en général, on va le pourrir quand même. Dans le sens où il a un camarade qui est malade à côté de lui à l'école, il tombe malade, et on sait que l'enfant en soi désire être malade parce que du coup, ça lui permet d'éviter l'école. Pour autant, est-ce qu'il il a pris le virus. Ouais. Non, il est pas sorti torse nu dehors dans la neige et pour tomber malade. Dans ce cas-là, justement, l'idée c'est que le fait d'être malade est congruent avec son désir, mais il n'est pas causé par le désir. C'est ça tout le principe du compatibilisme. Ce qui compte, c'est que ce qui cause le résultat, ça soit le fait que je le veuille. Est-ce que vous voyez? Effectivement, si je souhaite que quelqu'un soit mort, je souhaite très fort là, et j'apprends le lendemain qu'il se fait écraser par un camion, je me sentirais pas responsable, peut-être un peu coupable quand même, mais pour des raisons très différentes. Pas coupable de sa mort, mais coupable d'être une sale personne. Mais là, l'idée, c'est que c'est pas mon désir qui a causé la mort de cette personne. Donc vraiment, c'est toujours cette idée qu'il y a une forme de contrôle qui réside pas dans le fait de pouvoir faire autrement, mais dans le fait que je veux ça, et du coup, ça enclenche la chaîne d'action qui amène à avoir ce résultat, quoi. Est-ce que ça fait sens un petit peu? J'aimerais juste relancer un point. Si justement on est dans le compatibiliste est compatible avec une vision déterministe, et on va poser la responsabilité, si j'ai bien compris, dans le fait que l'action soit en cohérence avec le désir. Causé aussi, pas juste en cohérence. Ouais. Oui, causé. En cohérence et causé par le désir. Mais en quoi est-ce que le fait d'avoir un désir n'est pas une cause comme les autres? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir un désir, par exemple, est différent de si ce désir avait émané d'une puce plutôt que juste des processus du cerveau sur lesquels, dans tous les cas, j'ai pas de contrôle? Justement, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on associerait une responsabilité et pas dans l'autre? Alors ça, c'est une bonne question.
plusieurs façons d'y répondre. Donc, il y a l'idée que, en fait, au cœur de la notion de libre arbitre, il y a quand même cette intuition que, je suis responsable d'une personne, je suis responsable d'une action quand elle découle d'une action que c'est moi qui ai causée. Hein. Et moi, pas dans un sens plus profond, pas moi physiquement. Par exemple, imaginons que je sois pris de crise de convulsion et que en faisant des convulsions, je tape quelqu'un, je serai pas responsable. Hein. Donc c'est un moi plus profond et on considère en général que il faut que cette action, elle vienne de moi, pas juste de mon corps. Hein. Justement, comment est-ce qu'on définit ce moi? C'est une question qu'on peut la poser à la fois aux compatibilistes d'ailleurs et à l'incompatibilisme. Hein. Qu'est-ce qui est le cœur de ce moi? Et un compatibiliste, par exemple, alors comme je dis, il y a plein de formes de compatibilisme. Hein, donc là, forcément, je fais les plus connus. Mais par exemple, ceux qui disent qu'on est responsable quand on répond aux raisons, l'idée c'est que justement, les raisons, elles sont constituées. Mes raisons, c'est mes désirs, mes valeurs, mes croyances. C'est ça qui fait c'est ça qui fait l'individu en fait. Hein. Je suis plus moi quand j'agis sur la base de valeurs qui me sont centrales que si j'agis sur sur l'impulsion d'une puce que quelqu'un d'extérieur vient de me greffer. Est-ce que ça a un sens? Reprenons un peu le débat, comment il se présente pour les philosophes qui discutent dessus, et c'est assez intéressant de voir que les premiers alors si on oublie les trucs chez les stoïciens, les épicuriens, si on reprend même les débats chez Spinoza, Descartes, Hume, etc., ça tourne pas. Il y a pas, je veux dire, Hume n'est pas spécialement quelqu'un qui a cherché à justifier le système pénal. En fait, techniquement, par exemple, ceux qui aiment défendre le système judiciaire, c'est les gens qui pensent que le libre arbitre n'existe pas. C'est là qu'on trouve les meilleures défenses du système judiciaire. Par exemple, Spinoza va dire quelque chose comme, on a un sens intuitif de libre arbitre et de responsabilité morale. Ce sens ne correspond pas à la réalité, mais attention, hein, il faut quand même punir les gens pour telle ou telle raison. En fait, on n'a même pas besoin d'accepter la responsabilité morale au sens classique pour défendre le système binaire. Par exemple, il y a plein de gens, même aujourd'hui, qui défendent ce qu'on appelle... Alors, c'est une position qu'on appelle déterminisme dur ou hard déterministe. C'est une troisième position. Donc, incompatibilisme, c'est l'idée que le déterminisme est faux et on est moral et on est... Enfin, on va dire que l'incompatibilisme, c'est l'idée que le déterminisme est vrai. L'incompatibilisme, c'est l'idée que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme. Et ça se divise en deux camps. Il y a ce qu'on appelle les libertariens, qui n'est pas le sens politique, c'est ceux qui pensent que on est tout de même libre, donc ça veut dire que l'être humain a la capacité d'échapper au déterminisme. Et ce qu'on appelle les déterminismes, ce qu'on appelle les déterministes durs, c'est ceux qui disent le libre arbitre est pas compatible avec le déterminisme, mais c'est dommage, on est déterministe, donc on n'est pas libre. Et si vous lisez les déterministes durs, en général, ils défendent un système judiciaire. Alors souvent, l'idée c'est qu'il faut le modifier un peu, il faut plus le tourner vers la protection des autres et vers la réhabilitation et moins vers la rétribution. Il y a l'idée que il faut changer un peu nos attitudes, quoi. Ça veut dire que, par exemple, si on est en France et qu'on s'indigne sur le fait que il y a quelques activités pour les gens en prison, les déterministes durs diront non mais en fait faut arrêter de s'énerver pour ça parce que ça c'est l'attitude rétributive qui considère que la prison c'est là pour faire du mal aux gens qui sont méchants. Ça c'est pas la bonne attitude. Il faut regarder plutôt qu'est-ce qui rend la prison la plus efficace pour protéger la population des gens qui sont en prison et pour les réhabiliter, quoi. Donc ça fait quelques changements, mais il y a pas forcément de remise en cause du système pénal quand on rejette le déterminisme et le libre arbitre. L'idée du compatibilisme, c'est justement l'inverse de ça. C'est-à-dire que les positions que je viens de présenter, c'est un peu des gens qui disent la conception ordinaire de la responsabilité morale, elle marche pas, donc il faut qu'on trouve une nouvelle conception un peu différente, qui est basée sur l'utilité ou des trucs comme ça. Mais justement, le compatibilisme, c'est pas du tout ça. C'est de se dire ce qu'on a toujours appelé intuitivement jusqu'ici responsabilité morale. En fait, si on analyse ce que c'est, on voit qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec le déterminisme. Donc c'est pas du tout, je te vois, c'est vraiment l'inverse. Hein. C'est pas l'idée qu'il faut une rupture, on a besoin d'un nouveau truc. C'est l'idée que, pas de panique, en fait, le truc qu'on a toujours fait, en fait, il est pas, il y a aucune mention au déterminisme ou à l'indéterminisme dedans, en fait. Commencer à paniquer que la responsabilité morale telle qu'on en a toujours parlé, ça serait quelque chose qui est incompatible avec le déterminisme, ça c'est un truc de philosophe spéculatif trop bizarre. En fait, si on analyse vraiment ce que les gens entendent par responsabilité morale, c'est un truc très très simple, et c'est tout à fait compatible avec le déterminisme. Donc, par exemple, le compatibilisme, c'est quelqu'un qui va dire, regardez, la responsabilité morale, c'est un concept qu'on a dans la vie de tous les jours, hein, on se sent coupable, on se fâche envers les autres, c'est quelque chose qu'on utilise, je sais pas forcément dans les systèmes pénaux, hein, mais par exemple pour qu'on se fâche avec nos amis, quand on punit nos enfants, etc.
Et c'est quoi les conditions qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour attribuer la responsabilité morale? Et en genre, le compatibiliste va dire, bah, c'est déjà que la personne savait ce qu'elle faisait. Ça, c'est pas une question sur le contrôle, c'est une question sur la connaissance. C'est qu'elle l'a fait exprès, c'est-à-dire c'est pas un accident, c'est pas un geste involontaire. Et là, pour définir volontaire dans ce sens-là, on n'a pas besoin du déterminisme. Hein. L'idée, c'est que c'est un geste qui vient, qui a été activé par le système moteur à partir de notre planification, etc., si vous voulez. Et il faut aussi que la personne l'ait fait pour des raisons qui étaient des mauvaises raisons. Hein. C'est-à-dire, par exemple, voilà, si je vous tape, si je vous pousse très fort, mais qu'en fait c'était pour que vous évitiez une voiture, je suis pas moralement responsable. Mais si je vous pousse très fort parce que je vais vous faire du mal, ben là, je suis responsable. Et ce qui compte, c'est pas le déterminisme ou l'indéterminisme, c'est quelle raison j'avais de le faire. Et si mes raisons, c'est des raisons de personnes qui sont méchantes, ben ça suffit. Donc en gros, c'est ça vraiment, le cœur du compatibilisme, c'est de se dire, voilà, en fait, si on arrête 2 secondes de se monter le bourrichon, c'est vraiment ça, si on redescend 2 secondes à l'origine du truc et qu'on se dit, voilà, c'est quoi le concept normal, vraiment normal, de responsabilité morale, eh ben, il demande rien d'autre que ça. Alors c'est déjà des considérations qui sont exigeantes, hein. Tout le monde n'est pas toujours responsable de ce qu'il fait, mais ce concept-là, il a rien à voir avec le déterminisme. En fait. Ça, c'est des trucs que les philosophes ont ajoutés après. C'est peut-être quelque chose qui est dû à l'héritage catholique, chrétien, qui a voulu infuser dans cette notion l'idée d'échapper au déterministe, histoire de déresponsabiliser Dieu, je ne sais pas. Alors je dis pas que c'est ça, hein, je dis pas que c'est vrai, mais j'essaie de montrer comment on pourrait défendre la position. Mais en fait, si on enlève toutes les couches philosophiques qui ont été ajoutées là, le concept de base, celui qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il est très simple. Et donc, alors peut-être qu'il y a des concepts très philosophiques de libre arbitre qui ne sont pas compatibles avec le déterminisme, certainement. Par exemple, celui qui pourrait disculper Dieu, par exemple. Mais le concept intuitif qu'on a dans la vie de tous les jours, qui dicte nos émotions, nos réactions, etc., celui-là, il en a rien à foutre du déterminisme. Voilà, je sais pas si j'arrive à montrer un peu ce qu'est la position compatibiliste. Je pense que c'est ça en fait, c'est ça qui me, j'avais l'impression que par responsabilité morale, c'était, on sous-entendait que la personne avait un contrôle, en gros, que si on tenait quelqu'un responsable, ça voulait dire qu'il y avait un contrôle, alors que comme vous l'avez expliqué, la responsabilité vient morale, on va juste la dire qu'il y a un désir, et on s'en fiche de ce qui a causé ce désir, c'est ce qui compte qu'il y ait été un désir et que la personne ait agi dessus, qu'elle a un contrôle ou non. C'est ce qu'on va faire que du coup on peut attribuer une responsabilité morale intuitivement. C'est ça, mais l'idée c'est que finalement, au sens non philosophique, ça suffit comme type de contrôle. C'est déjà un type de contrôle, il n'est pas aussi grand que le contrôle qu'on pourrait avoir, mais l'idée c'est que, par exemple, une personne qui est capable d'avoir des désirs et d'agir sur la base de ses désirs, elle a déjà plus de contrôle sur ses actions qu'une personne, par exemple, qui souffrirait, je sais pas, il y a des gens qui ont des lésions parfois, je crois dans les ganglions de la base, les gens qui ont de la boulie par exemple, qui eux ont des désirs, ont des plans, mais sont incapables de les transformer en action en fait. Bah ces personnes-là, elles manquent d'un contrôle que les personnes normales ont, quoi. Par exemple, ce serait à peu près ça. Donc c'est déjà une forme de contrôle. On peut imaginer des formes de contrôle beaucoup plus grandes qui seraient qu'on pourrait modifier nous-mêmes nos désirs, qu'on serait la source de nos désirs. Et ça, c'est ce que certains incompatibilistes considèrent qu'il faudrait avoir pour être moralement responsable. Donc c'est une position philosophique tout à fait tenable. Hein. Mais les compatibilistes disent, mais en fait, je vois pas trop l'intérêt. Et dans la vie de tous les jours, quand on tient les gens responsables, on se pose jamais la question de savoir. Voilà, en gros, ce qu'elle dit, c'est ce que je dirais compatibiliste, c'est voilà, quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un qui vous coupe la queue dans une file d'attente, à aucun moment vous vous demandez, mais est-ce que je suis bien sûr qu'il est pas comme ça parce que ses parents l'ont élevé pour être un vrai connard, quoi. Vous dites juste, voilà, il est comme ça, et puis il a fait bien exprès, il était clairement en contrôle de ses actions, et puis c'est tout. Mais par contre, du coup, d'un point de vue philosophique, parce que quand les gens vont dire encore une fois dans contrôle des actions, on sous-entend encore une fois qu'ils, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai juste un biais dans ce que j'entends par contrôle et du coup, ou quand je sais qu'intuitivement, si je veux dire que quelqu'un est en contrôle de ses actions, je sais que si j'y réfléchis pas, en dessous j'ai l'axiome que en soi techniquement il aurait pu ne pas me doubler. Dans ce cas-là, on sortirait d'un déterminisme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par contrôle justement dans cette philosophie compatibiliste? S'il avait pas eu l'intention ou envie de me doubler, il m'aurait pas doublé. Voilà, c'est une forme de contrôle. L'idée, c'est voilà, qu'est-ce que ce serait des cas où on n'a pas ce contrôle? C'est par exemple, imaginons que quelqu'un marche sur le pied, il me disait ah mais j'ai pas fait exprès, ça veut dire qu'en fait il m'a marché sur le pied pas exprès, mais parce qu'il a trébuché. Donc ça n'a rien à voir avec ses désirs, quels qu'aient été ses désirs, il l'aurait fait quand même. Mais par exemple, si je vois que quelqu'un arrive lentement, me pose lentement son pied sur le mien et l'écrase mon pied, là je sais que je peux dire il pouvait faire autrement parce que clairement il l'a fait parce qu'il le voulait, et s'il avait eu un désir différent, ben il aurait fait quelque chose d'autre, quoi. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, c'est une conception beaucoup plus minimale du contrôle, mais elle n'est pas moins philosophiquement intéressante. C'est là l'idée, c'est que
c'est quel critère on utilise pour déterminer ce qui est philosophiquement intéressant. Le critère ici, c'est pour beaucoup de gens, c'est ce qui nous intéresse avant tout. Alors on peut refuser ce critère, hein, certaines personnes refusent ce critère. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout la responsabilité morale, parce que c'est quand même ce qui est au centre de beaucoup de débats sur le libre arbitre. Et donc ils disent voilà, ce qui est le niveau philosophiquement intéressant, c'est de trouver le type de contrôle qui est requis pour la responsabilité morale. Alors on peut imaginer des niveaux de contrôle beaucoup plus élevés, bien sûr. Mais la question, c'est de savoir quel serait l'intérêt. Par exemple, Daniel Dennett, qui est un philosophe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est un philosophe assez connu dans les sciences cognitives. Il a écrit un livre sur le libre arbitre qui, bon, est très discutable, mais il a une expression qui a beaucoup marché parce je trouve qu'elle est assez claire pour éclairer le débat contemporain. En fait, il dit ce qui nous intéresse, c'est les free will worth wanting. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qui nous intéresse, c'est les libres arbitres qu'il y a un intérêt à avoir. Et il dit voilà, la question, c'est effectivement, on peut toujours inventer des niveaux de libre arbitre beaucoup plus élevés. Et le débat philosophique, c'est de savoir, mais c'est le débat philosophique, c'est de savoir lesquels sont importants. Est-ce que c'est vraiment important, par exemple, de pouvoir échapper au déterminisme? Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Alors bien sûr, si vous êtes incompatibiliste, vous dites oui, ça nous apporte le fait d'être libre, basiquement, d'être moralement responsable. Mais par exemple, ce qui distingue justement l'incompatibiliste du compatibiliste, ça va être de dire, compatibiliste, vous pourrez dire oui, effectivement, peut-être que l'être humain a la liberté d'échapper au déterminisme, mais c'est pas ça. Et déjà, je vois pas très bien quel serait l'intérêt. Et ça, par exemple, c'est une thèse qu'on trouve déjà il y a très longtemps, pas très longtemps, mais du point de vue débat. Par exemple, chez Voltaire, il y a un texte comme ça où il fait un dialogue, c'est l'article Liberté dans le dictionnaire philosophique, qui fait 3 pages. Et je trouve qu'il résume assez bien déjà une forme de proto-compatibilisme de cette époque-là. Il fait un débat entre deux personnes A et B, puisque Voltaire n'a pas d'imagination pour les noms, apparemment. Donc c'est A et B qui se baladent dans Paris, hein, forcément. Et ils entendent le canon, ils entendent un bruit de canon, parce qu'il y a des armées pas loin. Et du coup, ils se déplacent à l'abri. Et du coup, il y en a un qui dit, bah voilà, en fait, là, on s'est déplacé. Pourquoi est-ce qu'on s'est déplacé ici? On s'est déplacé parce qu'on a entendu le coup du canon et parce qu'on a envie de survivre. Et qu'on pensait qu'on serait plus à l'abri ici. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est déplacé. Et on l'a fait librement parce qu'on l'a fait parce qu'on a envie de survivre, quoi. Puis il y a B qui fait, ouais, mais je suis quand même pas très convaincu. Parce que bon, si j'ai envie de survivre, ça c'est un truc, c'est pas moi qui ai décidé de mon envie de survivre. Peut-être que pour être libre, il faudrait que je puisse choisir ce que je désire. Et tout le dialogue, parce que Voltaire prend le parti du compatibilisme, c'est dire oui, mais je comprends pas à quoi ça servirait en fait. À quoi ça servirait de pouvoir désirer ce que je désire? Surtout qu'en fait, pour être libre, il faudrait que je désire ce que je désire, ce que je désire. Il y a une sorte de remonter un peu à l'infini comme ça. Alors je sais que j'ai beaucoup défendu le compatibilisme là. C'est pas l'idée que c'est la meilleure théorie, hein, mais que en général, beaucoup de gens qui s'intéressent à la philosophie, mais qui connaissent pas le débat, surtout en France, ont l'impression en entendent parler pour la première fois, ils ont un peu cette intuition que c'est une sorte de je sais pas, d'arnaque, quoi, de trucs où on sort du débat, quoi, parce que c'est assez évident pour beaucoup de gens que le déterminisme, c'est intuitivement incompatible avec le libre arbitre. Mais en fait, il se trouve que les gens sont très partagés sur cette question, hein. Comme je disais, il y a des études qui ont essayé de formaliser ça. Et il y a des gens pour qui c'est très très clair que le déterminisme est intuitivement incompatible avec le libre arbitre, et il y a des gens pour lesquels c'est très très clair que c'est le contraire. Donc on peut pas résoudre le débat en disant voilà c'est clair pour moi, quoi. Il faut trouver des arguments. Mais du coup, une grande partie du travail quand j'enseigne la libre arbitre, c'est déjà d'essayer de faire comprendre un peu la position compatibiliste. Et cette position, elle existe depuis l'Antiquité, puisqu'on trouvait dans l'Antiquité des compatibilistes et des stoïciens, et on trouvait des incompatibilistes, c'était les épicuriens, par exemple. Donc c'est un débat qui dure depuis un petit moment, quoi. Moi, de mon côté, justement, parce que par exemple, j'avais écouté Daniel Dennett, j'ai écouté Samaris, et donc j'avais un peu les deux positions compatibilistes et la position, du coup, incompatibiliste. Je suppose que Samaris tomberait dedans. Ouais, Samaris, il est incompatibiliste parce qu'il pense que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, mais il est libre arbitre, il est incompatibiliste au sens déterministe dur. Hein, comme je disais, lui, il défend que le libre arbitre n'existe pas, du coup, voilà. C'est juste pour préciser. Parce qu'il y a des gens qui sont incompatibilistes, mais qui pensent que la liberté existe et qu'on échappe au déterminisme. C'est juste pour préciser avant qu'on continue. Oui. Oui, oui. Du coup, moi, je partais sur ce côté justement de hard déterminisme, du déterminisme dur, ou parce que c'est la première fois que j'entends cette définition de libre arbitre. La définition que, en tout cas, Samaris utilisait, si je me rappelle bien ses audios et son livre, c'était la possibilité de faire autrement, euh, la possibilité de surmonter les conditions, on pouvait faire autrement, justement, qui serait le sort d'autre incompatibilisme qui est qu'en gros, on sort du déterminisme. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer l'élément causal. Il y a quelque chose, évidemment, un agent qui peut choisir de se détacher de ses causes et de changer ce qui arrivera après des causes, les conséquences des causes. Et donc,
Mais si on prend la définition que du coup vous avez donnée sur l'idée que le libre arbitre, c'est le contrôle qui permet d'être d'être tenu responsable moralement. Dans ce cas-là, en fait, je vois pas vraiment de différence entre le compatibilisme et le déterminisme dur. Parce que le déterminisme dur considère que justement le contrôle qui est nécessaire pour être responsable moralement, il requiert l'indéterminisme. Parce que sinon, parce que vraiment l'indéterminisme dur, c'est celui qui, si vous êtes un déterministe dur, vous dites que ce qui rend possible la responsabilité morale, c'est un certain type de contrôle qui requiert l'indéterminisme, mais pas de bol, on vit dans un monde déterministe, par exemple. Donc la différence entre le compatibilisme, c'est que moi, si quelqu'un me marche sur le pied intentionnellement, je peux si je suis compatibiliste, hein, je peux de façon cohérente me mettre en colère contre cette personne en lui disant ah mais t'es moralement responsable. Hein. Tandis que si je suis hard déterministe, finalement je devrais me dire mais en fait cette personne n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Parce que voilà, c'est ça, et c'est quand même une différence énorme quoi. Donc là où le compatibilisme et le hard déterminisme sont d'accord, c'est que les deux pensent que le monde est déterministe. En fait, vous pouvez même être compatibiliste sans croire au déterminisme, mais parce que le compatibilisme c'est juste l'idée que la responsabilité morale est compatible avec le déterminisme. Mais du coup, finalement, vous pourriez aussi dire, il se trouve qu'on est dans un monde déterministe, mais ce serait compatible quand même, quoi. Mais bon, on pourrait dire que dans l'ensemble, ils sont d'accord sur l'idée que le monde est déterministe, mais ils en tirent pas du tout les mêmes conséquences. Mais même le déterminisme dur, s'il s'avère que le monde, on découvre que la mécanique quantique est des phénomènes dus au hasard, ça leur changera pas leur conclusion finale qui est qu'il n'y a pas de libre arbitre dans tous les cas les deux. Enfin, en fait, sur ça, le déterminisme ou indéterminisme, j'ai l'impression que les deux positions sont compatibles et que c'est juste, est-ce qu'il y en a un qui va attribuer de la responsabilité morale dans un certain type de contrôle qu'on va considérer ou l'autre non, en fait, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est la question, c'est de savoir, ok, on est dans un monde déterministe, l'indéterminisme nous sauvera pas, parce que de toute façon, c'est juste du hasard, donc c'est pas la physique quantique n'est pas du tout pertinente pour le débat. Qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce qu'on en déduit que du coup, en fait, il faut complètement changer notre vision du monde, parce que notre vision du monde actuelle, elle considère que les gens sont moralement responsables, mais en fait, elle se base peut-être implicitement sur la croyance que les gens ont un type de contrôle qui échappe au déterminisme. Et donc, il faut abandonner tout ça. C'est ce que va défendre, par exemple, quelqu'un comme Sam Harris. Il faut complètement changer notre vision du monde. Ou le compatibiliste dit, en fait, bah oui, on est déterministe, mais en fait, aucune de nos attitudes, aucune de nos comportements ne supposait que les gens étaient échappés au déterminisme, en fait. Donc, en fait, on change rien, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même assez différent. Ils sont d'accord on va dire, ils sont d'accord sur la réalité physique derrière, si vous voulez. Mais ils sont pas d'accord sur ce que ça implique pour la responsabilité morale. Et donc, le bouquin de Sam Harris. Oui, c'est ça. C'est un point moral plus que purement philosophique ou physique. C'est vraiment un point moral qui fait la distinction entre les deux. Voilà, c'est une question de philosophie morale. Hein. C'est quelles sont les conditions nécessaires pour être responsable moralement, en fait. C'est vraiment ça. C'est un peu quel est le type de contrôle pour être nécessaire moralement. Donc effectivement, Sam Harris, lui, il conclut hard déterministe parce qu'il part de cette définition selon laquelle, par libre arbitre, il faut entendre être la source ultime de nos actions. C'est-à-dire, il a deux caractéristiques de la définition. Voilà, en fait, ce que tout le monde, il dit vraiment ça, ce qu'on entend tous plus ou moins implicitement par libre arbitre, c'est être la source ultime de nos actions, c'est-à-dire une cause qui n'est pas causée par autre chose, et pouvoir faire autre chose dans le sens très 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 fort de si on était dans les mêmes conditions initiales, on pourrait faire autre chose. Alors, si on définit le libre arbitre comme ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord que si c'est la définition qu'on prend du libre arbitre, le libre arbitre, il n'est pas compatible avec le déterminisme. Ça en est ok. Le problème de Sam Harris, c'est qu'il fait ce que j'appelle une sorte, alors il le fait pas intentionnellement, mais il fait une sorte de magouille qui on retrouve dans beaucoup d'écrits sur le libre arbitre qui sont pas terribles. C'est que une fois qu'il a défini ça, alors disons que j'accepte la définition de Sam Harris. Être libre, c'est être la source ultime de mes actions, c'est pouvoir faire autrement au sens le plus fort. J'accepte cette définition, j'en conclus nécessairement que le libre arbitre n'existe pas dans un monde déterministe. Ok, jusque-là, je suis d'accord avec Harris, parce que j'ai accepté sa définition. Et là, Harris fait un truc assez incroyable, si vous y réfléchissez, il dit, du coup, on n'est pas moralement responsable de nos actions. Et on devrait pas être puni. Mais c'est là qu'est l'arnaque. C'est-à-dire que d'un coup, il a introduit l'idée que le libre arbitre est nécessaire pour la responsabilité morale. Mais, ça a coupé ou pas? Ouais. Mais en fait, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui l'autorise à dire ça? Moi, je peux le dire parce que je suis parti de la définition selon laquelle le libre arbitre, c'est ce qui est nécessaire pour la responsabilité morale. Donc moi, effectivement, voilà. Mais lui, il part d'une autre définition. Donc du coup, effectivement, si j'accepte sa définition, je peux dire qu'on n'est pas libre dans un monde déterministe, mais je peux lui demander, mais du coup, comment tu arrives à la conclusion qu'on n'est pas moralement responsable? Parce que du coup, il faudrait maintenant, pour pouvoir faire ça, une fois qu'il a choisi comme ça, il faudrait qu'il m'explique quelles sont les preuves qu'il a en fonction
pour la conclusion qu'on a besoin d'être la source ultime de nos actions et de pouvoir faire autrement au sens fort pour être moralement responsable de nos actions. En fait, c'est ça le problème, c'est que beaucoup d'écrits un peu sur le libre arbitre, en fait, on a le droit de choisir n'importe quelle définition qu'on donne aux mots, mais on peut pas leur donner deux définitions différentes puis les confondre. Donc en fait, ce que fait Harry, c'est que d'un côté, il dit le libre arbitre, c'est être la source ultime de ses actions et et, euh, et pouvoir faire autrement, ok. Mais en fait, implicitement, il utilise une autre définition du libre arbitre qui est le libre arbitre, c'est ce qui nous permet d'être moralement responsable. Et alors du coup, à un moment donné, il mélange les deux, mais en fait, du coup, c'est une sorte de sophisme, enfin, pas intentionnel, mais parce que du coup, bah, en fait, il y a rien qui l'autorise à faire ça. Je sais pas si vous voyez où se pose le problème, parce que tout le monde peut accepter cette idée, effectivement. Ma question, c'est justement, c'est pas juste que de manière générale, dans ce qu'on attribue à une responsabilité, c'est le fait d'avoir eu un contrôle sur nos actions et que justement, moins on a de contrôle direct sur nos actions, moins on va voir la personne comme responsable. Si j'ai une tumeur sur mon cerveau qui appuie par exemple sur l'amygdale et que du coup je viens à taper quelqu'un ou à tirer sur quelqu'un, je vais être tenu moins responsable que si mon cerveau était en un état fonctionnel normal. Mais du coup, si on sa définition de libre arbitre dit que du coup pour avoir un libre arbitre, il faut avoir une cause, donc un contrôle sur les causes. Donc à partir du moment où il dit qu'il n'y a pas de contrôle, je vois pas en quoi ça fait un sophisme du coup de dire que il n'y a pas de responsabilité. Alors, imaginez que alors juste pour expliquer où est le sophisme, imaginez que je vous dise, euh, moi, je vais définir la responsabilité morale comme le fait d'agir sur la base d'une activation de mon cortex moteur. C'est une définition, vous pouvez pas la réfuter. Suivez-moi la définition, ok? On est d'accord? C'est une définition, j'ai choisi de définir comme ça. Donc à partir du moment où mes actions sont causées par mon cortex moteur, j'ai libre arbitre, ok? C'est ma définition du libre arbitre. Voilà. Alors je vous dis, bah clairement, étant donné cette définition du libre arbitre, c'est compatible avec un monde déterministe. Dans le monde déterministe, je peux avoir le libre arbitre si je définis le libre arbitre comme ça. Ok, ça va jusque là. Et je vous dis, bah du coup, ça prouve qu'on peut être moralement responsable dans un monde déterministe. Voilà, c'était facile. L'affaire est finie. Est-ce que vous seriez satisfait avec cet argument? Non, mais j'ai pas l'impression que ce soit le même genre de raccourci. Ou en tout cas, je le saisis pas dans l'autre argument. Je le saisis pas dans le premier argument du coup. L'idée, c'est qu'en fait, pour cet argument, j'ai supposé deux choses. Je vous ai dit, on postule que le libre arbitre, je définis comme agir sur la base d'une activation de cortex moteur. Et j'ai dit, bah en fait, j'ai en fait dit le libre arbitre, c'est ce qui est nécessaire pour la responsabilité morale. Donc en fait, j'ai donné deux définitions différentes du libre arbitre. Et après, et je les lis et je fais, non, sur celui-là, je l'ai. Et ben c'est pareil pour Harris. Harris, il dit, voilà, d'un côté, je définis le libre arbitre comme ce contrôle extrêmement fort qui consiste à être la source de ses actions et à pouvoir faire autrement. Et moi, je dis, ok, effectivement, si on définit le libre arbitre comme ça, bah, c'est assez facile de montrer que c'est incompatible avec le déterminisme. Et là, bah du coup, il dit, bah du coup, ça montre que la morale, puisque le libre arbitre, c'est ce qui nécessite d'être, c'est ce qui nous permet d'être moralement nécessaire, ça montre qu'on peut pas être moralement responsable, ça montre qu'on peut pas être moralement responsable dans un monde déterministe. C'est exactement le même modèle d'argument. On a défini d'un côté le libre arbitre comme ce truc très très fort qui est être la source de ses actions et avoir un contrôle et avoir la possibilité d'agir autrement au sens très très fort, et on l'a défini d'autre part comme ce qui rend possible la responsabilité morale. C'est exactement le même modèle d'argument. Si ça vous gêne dans l'un, ça devrait vous gêner dans l'autre. La structure logique est la même. En fait, le problème, c'est que Ça m'arrive, j'ai pas l'impression qu'ils disent le libre arbitre et ce qui permet la responsabilité. Enfin, qui définissent le libre arbitre comme la responsabilité morale. J'ai plus l'impression qu'ils disent que la responsabilité morale nécessite le libre arbitre et que du coup, c'est la définition de responsabilité morale qui prend le libre arbitre dedans. Bah, si je prends le libre arbitre comme agent causal, final, enfin. mais oui, mais c'est ça, en fait. Mais ça, il argumente pas du tout dans son texte pour ça. En fait, le problème du livre de Harry, c'est la raison pour laquelle tous les philosophes le trouvent très nul, c'est qu'en fait, il passe à côté du débat. Parce qu'en fait, tout le débat, c'est de savoir est-ce que c'est vrai que la responsabilité. Effectivement, on est tous d'accord que si on prend la définition de libre arbitre de Harris, le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. Mais Harris dit pas juste, voilà, j'ai prouvé que le libre arbitre, selon ma définition, est incompatible avec le déterminisme. Après, il dit, bah, ça me prouve qu'on n'est pas moralement responsable, ça prouve que les gens en prison Oui, oui. méritent pas leur sort. Oui, il fait tout Et là, son point d'éthique, oui. et là, il manque quand même un saut énorme dans l'argument, c'est dire à quel moment tu as réussi à prouver que pour être moralement responsable, il fallait ce type de contrôle qui est être la source de ses propres actions et qui est à pouvoir faire autre chose, qui est pouvoir agir autrement dans ce sens très fort. Vous voyez,
En fait, l'idée du problème du bouquin d'Harris, c'est que voilà, bah en fait, il présuppose tout le débat philosophique comme plié en fait. Ça définit, voilà. Et par exemple, bah, ce qui est très important, c'est justement Dennett, qui est un ami de Harris. Il a fait une recension du livre absolument géniale du livre de Harris, où il dit voilà, le livre de Harris, ce serait un peu comme si moi, Dennett, décidais demain d'écrire un livre qui s'appelle L'illusion de l'amour pour prouver que l'amour n'existe pas. Et je commence par dire, on est tous d'accord que l'amour, on va le définir comme un petit ange avec des ailes qui tire des flèches. Clairement, un petit ange avec des ailes qui tire des flèches, ça peut pas exister dans un monde comme le nôtre, hein, c'est contraire aux lois de la nature. Donc l'amour n'existe pas. Voilà, fin du game, quoi. Et c'est un peu comme ça. Je veux vraiment que vous voyez à quel point c'est comme ça que les gens qui sont dans le débat sur le libre arbitre ressentent le livre de Harris, quoi. C'est effectivement ce que Harris dit est très intéressant. Il explore les possibilités. Il explore quelles seraient les conséquences d'une position qu'on appelle le déterminisme dur. Mais en vrai, il donne pas d'argument en faveur de cette position. Parce qu'il faudrait déjà prouver que la responsabilité morale demande un tel degré de contrôle, en fait. Alors que tout le point du débat philosophique, c'est de se dire peut-être que la responsabilité morale demande un degré de contrôle bien moindre. Merci, hein, parce que ça, c'est vraiment. Enfin, vu que je suis pas, je suis loin d'être bon en philosophie, de voir toutes ces choses-là passer dans les arguments, justement, les inconsistances, etc. Du coup, j'adopte le point de vue, mais je suis pas au courant justement du petit défaut là-dedans. Je l'ai pas. Donc c'est pour ça. Bah merci pour ça en tout cas. Non, mais le livre de Harris, c'est un best-seller et beaucoup de gens, même les gens en philosophie qui sont pas dans le débat sur le libre arbitre, voient pas le truc en fait. En fait, on s'en rend vraiment compte quand on connaît le débat parce qu'on se dit voilà, mais c'est un livre sur le débat qui ne parle pas du débat, quoi. Donc là, effectivement, quand on est dedans, on se dit voilà. En fait, comme je disais, c'est ça. L'idée, c'est que Harris, il va directement à la question est-ce qu'il y a un libre arbitre, sans finalement ça te poser la question qu'est-ce qu'on doit appeler libre arbitre, quoi, finalement. Mais c'est ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand j'ai lu son livre, j'étais. Après, j'ai découvert le compatibilisme. Et vu que j'étais parti avec les définitions de Samaris, je comprends pas qu'il y ait encore un débat. En quoi est-ce que là, il y aurait un débat, justement? Ouais. Ça, du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça devant le compatibilisme en se disant bah, du coup, le compatibilisme, c'est un truc trop bizarre qui essaye de dire il y a un truc qui est clairement incompatible avec le déterminisme et compatible avec le déterminisme. Comment on peut avoir la possibilité de faire autrement au sens très très fort? Alors, en fait, la réponse du compatibilisme, c'est on peut pas. Il n'y a jamais eu cette prétention. Mais l'idée, c'est vraiment plus de redescendre 2 secondes et de se dire est-ce qu'on a besoin de ces choses-là? Après, il y a vraiment des gens, par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Balaguer, qui est assez marrant. Lui, il se dit, bah, en fait, moi, il y a quelques personnes qui se disent, en fait, moi, je m'en fous de la responsabilité morale. Je veux juste savoir si c'est possible dans un monde déterministe d'avoir, non, je veux juste savoir si les humains sont déterminés ou pas, tu vois. Mais il se dit, je m'en fous du libre arbitre. Donc, dans ce cas-là, lui, il peut définir comme il veut, parce qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, voilà, oui. Mais du coup, en fait, le truc d'Harris serait un très bon livre de philosophie, enfin, même si l'argument est assez classique, si il disait, voilà, si on définit libre arbitre comme ça, alors toutes les découvertes scientifiques nous montrent qu'on n'a pas le libre arbitre. Ok, bah très bien. Mais à partir du moment où on essaie de tirer des conclusions morales, ça amène à se poser cette question. Ben oui, mais enfin, quel est le rapport avec la morale et la responsabilité, quoi? En fait, il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'on parle de libre arbitre que ça a forcément un lien avec la responsabilité morale. C'est pas contenu à l'intérieur, quoi. Bah merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir pu nous montrer justement toutes les richesses autour du débat et d'avoir montré plein de possibilités qui, je pense, surtout en France, du coup, pour le compatibilisme, qui, comme tu disais, est pas une position très, très entendue ou qui a encore venu vraiment s'étendre dans la culture, là où j'ai l'impression que dans d'autres pays anglo-saxons, c'est plus connu. Donc, merci beaucoup pour tout ça, pour tout ce savoir. Bah, merci. Bah, j'espère que c'était assez clair et merci pour l'invitation.